Le gros problème des gens qui parlent du Malinois mais qui n'ont pas vraiment étudié son histoire ont toujours un problème de diction parce qu'ils s'arrêtent à une lignée ou deux, celles qu'ils connaissent, et n'ont jamais approfondi les choses. En définitive, le Malinois, c'est un puzzle, c'est un grand puzzle. Il faut toujours travailler en apportant une pièce, puis une pièce, puis une pièce, jusqu'à construire le chien parfait. Et parfois, ça demande quelques décennies. Quand vous lisez certains textes sur Internet, le Malinois, avec un petit texte, etc. Non, 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 c'est pas comme ça. On ne peut pas schématiser le Malinois en disant, voilà, c'est le meilleur en ceci, mais pas en cela. Non, non, non. Ça, c'est pas possible. Le Malinois, qui vient d'où? De quelle lignée? De quelle discipline? Voilà. Là, on peut commencer à parler précisément du Malinois, parce qu'en fait, ce chien, il est tellement exceptionnel qu'il est pluriel. On peut pas le quantifier, le canaliser à une chose en disant, voilà, alors c'est un super chien pour les sports canins. Non, 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 non. C'est pas un super chien pour les sports canins, c'est un super chien pour tout. Vous croyez que les gens dans les administrations pourraient conserver un chien qui serait sensible? Non, c'est impossible. Vous avez dernièrement, j'ai demandé au club de récompenser un chien qui a sauvé quelqu'un et qui a été très blessé dans l'intervention. Vous croyez que le chien, il avait une sensibilité quelque part pour pouvoir faire une intervention pareille? Non.
vous regardez certains chiens policiers en Hollande. Moi, j'ai vu sur des démonstrations, sur des préparations d'entraînement, des gars dans un club de football, dans les gradins, en descendant, arriver en hurlant, comme ça, comme des fous, à plusieurs. Et puis vous avez un maître chien qui est en bas, enfin en général là-bas. Les maîtres chiens sont tous des policiers ou appartiennent à une administration. En bas avec son chien de travail et à côté un jeune chien. Un jeune chien de 4, 5, 6 mois. Et vous voyez ce jeune chien de 4, 5, 6 mois qui ne recule pas. Là, vous vous dites, je ne sais pas, vous avez vu de la sensibilité, mais moi, je ne l'ai pas vu en tout cas. Et on n'a pas vu les mêmes chiens. Cette forme de sensibilité, quand les gens parlent de ça, ils reviennent souvent au courant de sang de Flap. Voilà. Ils sont restés là-dessus. Pourquoi? Parce que le courant de sang de Flap était vraiment très fort dans les années 70-80. On avait beaucoup de chiens qui étaient issus de ce courant de sang. Et c'était des chiens assez nerveux, assez électriques. Et relativement sensibles sur le maître. C'est-à-dire que si le maître il faisait la grosse voix, c'était des chiens qui avaient tendance un peu à s'effacer. Mais quand ils partaient aux attaques, ils ne s'effaçaient pas. Hein. Même bien souvent, c'était des chiens qui avaient des petites problématiques de coups de dents. Et là encore, quand on parle de coups de dents, il faut bien différencier le tarde à lâcher du coup de dent. Le coup de dent, c'est un acte de vengeance. C'est-à-dire que l'homme d'attaque fait son travail au bâton. Le chien, à la fin, il est excédé et bing, il met un coup de dent. Ce n'est pas un chien qui a un tarde à lâcher. C'est pas pareil. La fonction est complètement différente. Ça, on y reviendra dans le volume 2 où un passionné me pose justement la question sur le fait des cessations que je vous avais expliqué dans le dossier sur le mordant rentide-agressif. Donc nous y reviendrons. Donc ces fameux sans flap, très, très nerveux, mais aussi disponibles et récitants, parce qu'intelligents. Monsieur Léon Détailleur m'avait raconté comment il était venu à employer les sons de Flap, hein, parce que Flap, Blackie Van de Welcome, c'était un chien du kennel. Et Monsieur Détailleur avait beaucoup chez lui de chiens de lignée Van Molenbeek. Il avait aussi il avait des origines de mulot de son chien. Des chiens avec des caractères pas toujours faciles, un peu, comment dire, dans la vie un peu méchants, des chiens qui avaient la dent facile, etc. Il m'a raconté des histoires pas toujours glorieuses au niveau de l'équilibre. Bon, c'était des chiens d'une époque. Les Van Molenbeek, par contre, dans la vie, n'étaient pas méchants, mais très brutaux. C'était des chiens qui... il m'a raconté une fois qu'un chien tellement content de voir son maître qu'il l'avait mis au sol. Donc c'était des chiens comme ça, très brutaux, très forts, très puissants. Et au travail, ils étaient pareils. C'est-à-dire que pour leur faire rentrer un exercice acquis vraiment avec les points à la clé, c'était très très compliqué. Donc lui, dans son élevage, il avait trouvé Flap qui était beaucoup plus réfléchi dans les exercices. Donc il avait essayé de marier les deux pour avoir une lignée la mieux construite possible en fait. Hein. Et il a réussi. Avec plusieurs de ses chiens, il a réussi. Monsieur Détailleur a produit des chiens exceptionnels, hein, dont un, Cacha du Moucronnet, qui a servi de base à l'élevage français, puisqu'il a été marié à Oran de Ventadour, qui elle aussi était une Flap, et c'est de cet axe qui est parti les quatre grands, on va dire les quatre élevages français de référence. La Noaillerie, le domaine du Caméléon, la Fontaine du Buis et le Vulcain sont partis de ce mariage-là. Et ensuite, chacun de ces éleveurs a amené une pièce à l'édifice pour pouvoir conforter leur élevage. Donc beaucoup de gens avaient comme référence les flaps, des chiens assez nerveux, rapides, un peu teigneux dans le mordant, des chiens qui avaient un petit coup de dent assez facile à la cessation, etc. Donc la légende du Malinois et de la fameuse sensibilité du Malinois est partie un peu de là quand même. Hein.
Ensuite, à la même époque, vous aviez des chiens qui n'étaient pas du tout comme ça. Voilà, mais il faut aussi savoir une chose, c'est que le propriétaire d'un chien belge ou hollandais sur le territoire français, à cette époque-là, il avait presque un étalon potentiel. Hein. Par exemple, les premiers comme ça à marquer vraiment la cynophilie française, bon, bah, on avait quand même quelques chiens issus du Boscaï. On avait aussi quelques chiens, bon, Duc, que j'ai là-bas, qui a beaucoup marqué son temps. Après est arrivé Thibaut van Molderauf, les chiens de Monsieur Van Steenbruge, des deux potois, tout ça. On a eu une construction de différentes lignées belges et françaises, et cette fameuse sensibilité a disparu. On retrouvait donc à cette époque beaucoup de style AB pour le ring français, parce que AB ou BA, ça dépendait, parce que en fait, en ring français, on a quand même besoin d'un cerveau. Il faut absolument que le chien fasse preuve d'initiative, arrive à corriger une trajectoire sur une attaque de lui-même s'il ne l'a pas vu à l'entraînement, etc. Ça demande vraiment beaucoup de force physique au chien, mais aussi beaucoup de réflexion. Le ring français, c'est une discipline qui est exceptionnelle quand on la regarde, parce qu'elle est d'une telle perfection que tout le monde reste bouche bée avec des sensations vraiment fou. Le chien s'éjecte, des mises en place terribles, des sauts performants, etc. Bien qu'elle ait baissé aujourd'hui, hein. Ce n'est plus le ring que nous avons connu nous dans les années 80. Les sauts sont beaucoup plus faciles aujourd'hui. Bon, les mises en place sont un peu plus soutenues, mais bon, moi je me rappelle quand j'étais jeune, je voyais des grands cynophiles comme Michel Beyer, Daniel de Bondu, François Lelevier, des gens comme ça, avec des mises en place hallucinantes. Hein. C'était du travail époustouflant. Aujourd'hui, bon, les jeunes ont remis une couche supplémentaire, c'est encore plus joli, plus beau, plus strict, etc. Moi, personnellement, je ne trouve pas que ce soit quelque chose de comment dire, quelque chose de plus joli dans la discipline, parce qu'elle était déjà très bien comme elle était avant. Mais bon, c'est comme ça, hein, tout évolue, et les chiens ont évolué avec. Voilà. Donc on a eu, comme disait André Noël, on a eu plusieurs figures du malinois. On est passé d'un chien, soit les types B, assez brutaux et très durs dans leur comportement de vie, mais quand je vous dis dur, vraiment très très dur. Nous on en avait quelques-uns à l'armée, on avait des chiens, je me rappelle. Moi j'avais un malinois hollandais, je ne sais pas s'il sentait la douleur, je me suis toujours posé la question. On avait quelques chiens, moi à mon époque on avait très peu de malinois à l'armée, mais je me rappelle de certains bergers allemands. Des blocs, hein. C'était terrible, hein. Des chiens vraiment très durs. Les gens qui nous parlent de lignées de chiens gris, etc. Aujourd'hui, on en avait un, il était pas commode, hein. C'était un chien vraiment très dur. C'était une époque, donc le sport a fait que tout ça, ça s'est un petit peu, comment dire, socialisé, hein, on va dire. Les chiens aussi ne vivaient plus dans la même société. Les gars n'avaient plus besoin de chiens de garde type. Avant, le chien faisait tout, hein. Il faisait chien de garde, chien de sport. Toutes les décennies, on notait une amélioration au niveau du cheptel du berger belge et du malinois. Et on peut aussi remercier les organisateurs de finale, parce que la finale, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est une forme de baromètre. En fait, on voyait donc les meilleurs chiens le jour de la finale, hein, puisque c'était la sélection. C'était comme ça, hein, les sélectifs. On a les meilleurs chiens après, alors qu'il y a des très bons chiens en sélectif qui n'accèdent pas à la finale, parce que petit excès par-ci, un exercice raté par-là. Vous savez, les sélectifs, on n'a pas trop droit à l'erreur quand même. Donc en finale, les meilleurs chiens, de très bons hommes d'attaque, de très bons juges. Et là, ensuite, on voyait vraiment quel étalon on pouvait employer, parce que vous aviez des finales. Là, il n'y avait pas droit à l'erreur.
c'était des finales très difficiles. Au niveau température sur le terrain, parce que la finale était au mois de juin, donc il faisait quand même assez chaud, et des zones d'attaque redoutables. Donc les gars, si on voyait un chien qui restait dans la petite courette de la palissade, bon, on savait que bon, voilà, le saut c'était pas trop son truc. Si on voyait un chien calé devant un bâton, si on voyait un chien se faire piquer l'objet, tout ça, ça nous donnait quand même beaucoup de sources. Et par rebond, beaucoup de clés, beaucoup de preuves pour affirmer notre sélection. Et je me rappelle d'un discours d'André à la finale. André Noël disait on ne peut pas échapper à la valeur. Les gens viendront au Malinois parce qu'on ne peut pas échapper à la valeur. Et encore une fois, il avait raison.